Bonjour tout le monde, bon midi, j'espère que vous allez bien. Mon nom est David Gobin-Kaufmann de Mangrove et qui est le coordonnateur de la communauté Montagne et Nature par Destination Québec Cité et des Forces fraîches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux entrepreneurs avec une vision très innovante du tourisme. Donc, on va parler de van life. On a Olivier Marcoux. Olivier, merci d'être avec nous. Merci à toi. Yeah, et on a Julien Roussin de GoVan. Merci Julien d'être avec nous. Merci de l'invitation. Avec joie. Tu sais, peut-être mise en contexte, là, dans le cas de la communauté Montagne et Nature, c'est une communauté qui a été lancée par Destination Québec Cité en novembre 2023 avec l'intention de soutenir la diversification de l'offre touristique sur 4 saisons en nature, considérant le réchauffement climatique. Donc, c'est une communauté qui est ouverte à tous, évidemment, mais qui est particulièrement imaginée pour les communautés de la ville de Québec, les MRC de Portneuf, Jacques-Cartier, Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré et le territoire de Wendake. C'est une communauté qui est financée dans le cadre du plan montagne du ministère du Tourisme. Et donc, cette année, on organise un paquet d'activités virtuelles et présentielles pour inspirer, outiller, favoriser le maillage entre les entrepreneurs touristiques, les porteurs de projets et les organismes de soutien entrepreneuriat, innovation, tourisme et développement durable. On parle autant de chaînes d'approvisionnement que de favoriser la collaboration avec les communautés locales. On parle d'innovation technologique, innovation sociale, développement durable. Bref, tous les contenus sont enregistrés et disponibles sur le site de la communauté Montagne et Nature. Donc, si vous n'êtes pas allé aller voir la vidéothèque, il y a pas mal de stock là. Les prochains rendez-vous qu'on a à vous offrir, donc le 4 décembre 2024, on sera au centre multifonctionnel de la Côte-de-Beaupré pour une journée de programmation autour de le développement durable dans les grands événements touristiques, culturels, plein air. On va parler de revalorisation de bâtiments patrimoniaux, de la place des industries culturelles et créatives pour la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel. On va aussi avoir une vitrine en intelligence artificielle. Bref, tout est sur le site de la communauté Montagne et Nature. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a aussi un événement, un grand événement qui va avoir lieu le 30 et 31 janvier 2025, qui s'appelle les Grands Remous, qui va avoir lieu à Québec. On est en train de développer la programmation, mais en gros, c'est une grosse journée ouverte qui vise toute la province sur le tourisme responsable et durable et l'innovation technologique dans une perspective de développement durable en tourisme. Donc, tous les sites, vous allez voir tout ça sur le site de Destination Québec Cité. Mais sans plus tarder, on est là pour ça aujourd'hui. Je vais donner la parole à nos invités, Olivier et Julien. La parole est à vous et je reste disponible. D'ailleurs, tout le monde, si vous avez des questions, on a un bon 30 à 40 minutes de contenu avant de passer aux questions. Évidemment, si vous avez une question qui vous brûle les lèvres puis que vous pensez que ça va pas être répondu dans les 40 minutes, puis vous pensez que vous apportez tellement de valeur qu'il faut absolument la poser, levez la main électronique, on va vous donner la parole. Mais sinon, on vous propose de poser votre question dans le chat et à la fin, on va pouvoir les poser à nos invités. Donc, sans plus tarder, messieurs, la parole est à vous. Super. Oui. Merci énormément, en fait, David. C'est super apprécié, en fait, ton intervention, puis l'initiative, en fait, évidemment, le plan montagne dans tout ça. Euh, je m'apprête à mettre ça en présentation pour vous et votre plein écran. Tout le monde voit bien. Super. Donc, effectivement, aujourd'hui, comment diversifier l'offre touristique avec la van life? Pour commencer, comme il m'a présenté un petit peu, je vais faire un petit peu plus de pouce là-dessus. Olivier Marcoux, propriétaire d'une compagnie de location de vannes aménagées au Québec depuis 4 ans. En fait, on a ouvert à Bromont en 2021 et nous comptons ouvrir d'ici 2025 en mai finalement une plus grande partie du territoire québécois pour cette clientèle-là, finalement, qui ne cesse de grandir. J'ai aussi contribué dans le cadre d'un mandat de consultation au niveau de la restructuration du parc Jean-Drapeau quant à une phase du projet qui était reliée à la van life. Encore une fois, dans le cas présent de Destination Québec Cité, je m'implique afin de permettre une structuration pour justement cette clientèle-là, spécifiquement pour la région de Québec. Euh, Julien, je te laisse te Bien présenter. sûr. Merci. Ben, écoute, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, c'est ça. Ça fait 10 ans qu'on a lancé la plateforme govan.com, donc une grande communauté qui inspire les gens à vivre ou à travailler ou partir sur la route comme ça. Plus récemment, le Govan Club, qui est une plateforme dont on va parler, qui permet aux gens de réserver des endroits merveilleux à travers le Québec pour la van life, spécifique à la van life.
Et bon, il y a le fameux show télé La Belle Vie qui a inspiré plusieurs personnes à partir de l'aventure. Et j'ai aussi été 7 ans à temps plein sur la route. Donc, disons que ça fait pas mal d'années qu'on respire et qu'on vit la van life, en plus d'avoir lancé le plus gros festival de van au Canada, le El Campo. Alors, en gros, je pense on a vu plusieurs facettes de la van life qu'on est content de partager avec vous. On a vu aussi, je pense que Oli et moi, l'évolution de cette belle industrie en croissance au Québec. C'est énormément, Julien. Avant de commencer, je voulais remercier tout le monde qui est là. Je vois énormément de monde avec qui on échange actuellement. On a des gens qui arrivent d'outre-mer aussi, qui nous écoutent présentement avec le décalage et tout. Donc, vraiment, très, très heureux de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Donc, pour commencer, en fait, on va dresser un petit portrait du marché de la van life dans le monde. On va se concentrer pour ce qui est des Amériques. Premièrement, sur une statistique qui nous vient de Yahoo sur finalement l'évolution, la croissance, en fait, de la demande pour ce type de produit-là, de service-là. Le nombre d'adeptes, en fait, a augmenté de plus de 50 en 2020 et 2022. Donc, une autre statistique par la suite plus proche qui représente finalement l'ampleur de ce projet-là, de ce créneau-là, en fait, touristique au Canada. Si on regarde un peu plus bas, on a 10,3 milliards de retombées reliées spécifiquement, en fait, au voyage. Donc, tout ce qui a trait finalement à des voyages en VR, c'est une industrie, donc, annuellement, qui génère 10,3 milliards de dollars. Donc, on dresse la table tout de suite en partant pour vous montrer qu'il y a finalement un engouement qui est croissant. Il y a des retombées qui sont réelles de ce type euh, de tourisme-là. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est qu'avec des statistiques qui datent de 2022, on a au Québec 23 en fait des propriétaires de véhicules récréatifs qui se trouvent chez nous. Ce qui représente 475 000. Et quand on regarde avec notre voisin le plus proche, Ontario, on a 30 de cette clientèle-là qui est dans une frontière provinciale limitrophe de la nôtre. Donc, évidemment, très intéressant de regarder les opportunités reliées à cette clientèle-là parce qu'évidemment, ben, c'est à côté de chez nous. On l'a mentionné un peu plus tôt, il y avait 3,1 millions de van lifers en 2022 qui sont à notre frontière du Sud. Donc, encore une fois, l'opportunité de ce type de tourisme-là pour le Québec est, selon nous, quand même assez intéressant. Je te laisse la parole pour ce qui est de la van life du Québec, Oui, plus mon cher. spécifiquement, ben, chez nous, on a vraiment une communauté, une industrie, un écosystème assez unique au Québec sur la van life. Bien sûr, les provinces limitrophes, le rubber market est très intéressant aussi pour aller chercher un touriste qui vient de l'étranger. Mais si on regarde plus spécifiquement chez nous, ben déjà, il y a quand même beaucoup de... ça se passe beaucoup en ligne. Donc, il y a beaucoup d'activités en ligne. Ceux qui suivent peut-être les différents groupes Facebook, on en a nommé quelques-uns ici, puis ça vous donne un peu une idée de l'ampleur. Là, on ne prend pas pour acquis que tout le monde ici est actif sur Facebook. Donc, c'est important de mentionner que c'est très actif sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'AVQ, l'association Van Life Québec, qui existe depuis maintenant 3 ans, qui a un membership en forte croissance. Donc, ça, c'est une association qui est là pour défendre et représenter les Van Lifers, mais aussi pour éduquer, aider les municipalités, être en fait, défenseur ou je dirais promouvoir les retombées de ces gens-là, de ce type de voyage-là. Il y a aussi, évidemment, un grand nombre de plateformes qui existent. Puis je pense que c'est important de les distinguer. Je pense que de, c'est ça, de l'industrie touristique peut-être peut parfois, des fois, mélanger les raisons d'être de chacune. Peut-être, vous connaissez peut-être Terrego, qui existe depuis près de 10 ans, qui est un peu l'équivalent canadien de Harvest Host, qui est une plateforme américaine. Vous voyez un petit peu les chiffres en bas, mais ça donne un peu une idée là, pour les comparer. Je pense que c'est deux-là en premier parce que les concepts de ces deux plateformes-là sont vraiment de vendre un membership qui va permettre à leurs membres donc, d'avoir accès à une liste d'espaces
qui sont particulièrement dans l'agrotourisme la plupart des fois. On parle de vignobles, de producteurs locaux, mais on parle aussi donc de restaurants locaux qui acceptent les gens. Les petites, des fois, c'est les plus gros motorisés aussi, mais c'est beaucoup des espaces pour des vannes qui sont à travers, pour Harvest à travers l'Amérique du Nord, 5300 espaces, dont 200 au Canada. Ils ont 25 000 membres, c'est vraiment majeur. Et Terrego, on parle de bientôt 6 000 membres, qui sont pour la grande majorité québécois, 519 espaces à travers particulièrement l'Est du Canada. Donc, ça donne un peu une idée de l'ampleur des phénomènes. Arène VR est un groupe Facebook qui répertorie, et ça, c'est le projet de retraite d'une dame dont j'oublie son nom, mais qui est très active auprès des municipalités, qui a une bonne approche, je dirais, du van life et de ces voyages-là plus nomades. Donc, qui a développé un super réseau. Sur son site, elle répertorie aussi des stats très intéressantes. Donc, elle répertorie 247, pas loin de 250 espaces et 33 000 membres sur son groupe Facebook. Donc, très actif. Si on parle du Govan Club, une approche un peu différente. Oui, il y a un membership qui donne un peu accès, comme Terrego, comme Oversource, à des espaces agro-touristiques, mais qui ont aussi, en plus, là, c'est pas mentionné, mais qui a 35 espaces payants qui ont leur numéro CITQ. Donc, il y a comme les deux approches, avec bientôt, puis on a dépassé 600 membres cette année. Alors, deux approches ici qui fait un petit peu un état, là. Puis je sais on a parlé aussi donc de iOverlander, Park for Night, qui sont des applications. Ça, c'est une autre catégorie où c'est vraiment la communauté elle-même qui vient répertorier des espaces. Donc, je sais qu'on a Bertrand avec nous merci d'être là, Bertrand, qui est de Park for Night. Si jamais plus tard tu veux donner même des stats, ce serait super intéressant, Bertrand. Mais iOverlander étant je dirais, référence mondiale, c'est des Sud-Africains qui ont lancé ça, puis c'est vraiment repris à travers le monde. Si on voyage à partout à travers le monde, on est sûr de trouver des espaces gratuits. Évidemment, je pense que les plateformes dont j'ai mentionné plus tôt sont pratiques pour filtrer et venir mettre un saut de qualité sur les espaces qui sont offerts versus iOverlander, des fois, qui peut nous amener vers des espaces gratuits qui sont peut-être fermés ou peut-être moins intéressants. Donc, je pense que c'est deux approches et je pense que c'est important de faire une distinction à travers toutes ces plateformes-là qui existent maintenant, il y en a plusieurs autres, là, mais celles-ci étant les plus utilisées à travers le Québec et l'Amérique du Nord. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on pourrait revenir plus tard. On peut passer, s'il vous plaît, à la prochaine slide. Donc, à quoi ressemble aussi le marché de la van life? Bien, je pense que pour nous, parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'on qu'on pitch le Govan Club à différentes municipalités, donc des conseils municipaux et tout ça. Puis ce qu'on dénote, c'est qu'il y a souvent une incompréhension de qui est le marché qui est la clientèle van life. Est-ce que c'est des fifouilles? Est-ce que c'est des motorisés? Donc non, c'est moins cette clientèle-là, c'est plutôt la clientèle. Donc, il y a des véhicules. Généralement, on parle de 25 pieds et moins, on parle de mini-fourgons. On a une slide ensuite qui vient, qui dénote aussi un peu plus le type de véhicule. Vous voyez un petit peu ici, c'est peut-être pas uniquement ces véhicules-là, mais c'est la grande majorité. Ces 8 types de véhicules-là sont les plus fréquents. Donc, évidemment, les fourgons qui sont en bas à gauche sont pas seulement les Mercedes, il y a des Ford puis des Ram aussi, là, des Dodge ProMaster qui sont les plus populaires, étant donné l'innovation qu'il y a dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de Westphalia, des tentes de toit, des véhicules plus vintage comme on voit, des minibus convertis, des minivans, des Dodge Caravan convertis. Je pense qu'on a les gens du baroudeur autour de la table aussi. Donc, c'est vraiment intéressant comme variété de véhicules. Tous ces véhicules-là, c'est important de mentionner qu'ils sont autonomes ou semi-autonomes. Donc, ils ont leur énergie, ils ont leur eau, ils ont leur sanitaire. Alors, c'est aussi, on va en parler plus loin, mais en lien avec les besoins qu'ils ont dans leur voyagement, en lien avec les campings, par exemple, bien évidemment, ça vient demander une adaptation des services qui sont offerts à chaque endroit. On se fait souvent demander d'ailleurs une municipalité, par exemple, qui dit qu'est-ce que je dois offrir comme service pour bien accueillir ces gens-là? Est-ce que je dois leur offrir de l'électricité ou des choses comme ça? Ben, dans la grande majorité des cas, non, parce qu'ils sont autonomes là-dessus.
Donc, puis peut-être juste pour terminer sur le type de clientèle, vous avez vu un peu, des fois les gens nous disent, est-ce que c'est des hippies en Westphalia seulement? Mais non, vraiment pas. Il y a beaucoup de petites familles, beaucoup de télétravailleurs, donc des jeunes retraités qui veulent juste voyager le plus souvent possible. Donc, c'est très varié. Et puis, une belle clientèle qui aime bien encourager, bien sûr, l'économie locale. Donc, on peut passer, Olivier, aux prochaines slides. Donc, en fin 2023, on a fait une étude auprès de 1500 répondants qui, je dois le dire, étaient au Québec, qui, comme vous verrez, c'est la grande majorité des cas qui sont propriétaires de leur véhicule. Olivier a une clientèle différente qui loue des véhicules donc qui viennent d'outre-mer ou ben, qui sont québécois aussi, je pense, Olivier, tu pourras en parler plus tard, mais qui sont plus voyageurs, versus là, ici, on a parlé à des gens qui sont propriétaires de leur véhicule. L'étude complète pourra vous être transmise, là, ceux qui le demandent, n'hésitez pas à nous écrire. On en a quand même partagé certaines, ben, les faits les plus saillants, les stats les plus intéressantes sont dans un article qui est public aussi. Mais j'en dénote quelques-uns ici, comme par exemple que plus de la moitié des répondants faisaient de la van life depuis seulement les 5 dernières années. Puis on voit aussi une augmentation constante à chaque année. C'est pas juste un boom pendant la COVID, par exemple. On parle d'une augmentation constante à chaque année. Donc on voit qu'à chaque année, il y a des nouveaux arrivants dans cette catégorie-là. La valeur des véhicules aussi très élevée. Si on fait une somme là, des valeurs plus de 100 000, on part à 34. Si on ajoute ceux au lieu de 50 000, on rajoute 21. Donc on est pas loin de 60 des véhicules qui sont plus de 50 000 en termes de valeur. Souvent, les gens pensent aussi que la van life, c'est juste des gens qui sont temps plein sur la route, mais la réponse ici, c'est bien sûr, moi, l'ayant vécu, puis je pense sur les réseaux comme l'Instagram, c'est un peu le rêve qui est mis de l'avant. Vivre sur la route à temps plein et tout ça, ben, ça se fait effectivement. Il y a 7 des répondants qui nous ont dit qu'ils vivaient comme ça. Puis si je ne me trompe pas, il y avait un autre 8 qui planifient ou qui rêvent de le faire. Ceci dit, la très large majorité sont des weekenders. Les weekenders, ben, c'est des gens qui ont bien sûr une maison, qui ont la vanne prête à partir pas mal tous les week-ends, qui vont choisir en fonction de leurs activités, de leurs envies, en fonction du soleil, des fois, comme j'aime dire. Alors, bien sûr, c'est des gens qui vont aussi pouvoir passer plus de temps sur la route durant la saison estivale, par exemple, qui vont dire, moi, je peux peut-être passer un mois sur la route, je fais un petit peu de télétravail en même temps. Donc, c'est une clientèle très intéressante qui, encore là, dépense parce qu'elle travaille aussi très fort durant la semaine pour pouvoir se payer ces véhicules-là et partir sur la route ensuite. Un fait très intéressant aussi qu'on voulait mentionner aujourd'hui, c'est l'utilisation 12 mois par année des véhicules de ce type-là, l'innovation en termes de chauffage, donc comme je disais tantôt, l'eau, l'énergie, l'isolation fait que 40 des gens l'utilisent toute l'année. Donc, ce qui permet aussi d'aller chercher une clientèle qui n'est pas juste là pendant les moments forts de l'été. Je pense qu'au Québec, on s'entend tous qu'il y a un désir donc d'étendre la saison touristique et de développer l'automne, l'hiver. Donc, les van lifers peuvent être également ciblés dans ces campagnes-là. Moi, je le vois dans notre réseau Govan Club, on a beaucoup de monde de ski qui acceptent les gens pour dormir dans leur stationnement. Puis là, ben, il y a des gens qui font du ski qui vont être bien heureux de pouvoir camper dans un monde de ski pour être les premiers à skier lorsqu'il y a des tempêtes. Donc, ça, c'est important. Puis, aussi, quelque chose qui est très, très pertinent, je pense, c'est en termes de savoir, est-ce que ces gens-là utilisent le camping? La réponse est oui. Euh, Ici, ce qui est ressorti, c'est que c'était beaucoup dans les parcs nationaux. Puis là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de questionnements à savoir. On a ces réponses-là de pourquoi peut-être les campings traditionnels sont un peu moins populaires. La raison, peut-être, c'est juste de peut-être moduler l'offre, adapter l'offre. Il y a tout à fait, par contre, un gros potentiel pour les campings. Et c'est d'ailleurs, sur notre réseau, on a d'ailleurs beaucoup de campings qu'on aide à adapter l'offre pour rejoindre cette clientèle-là. Alors ça, c'est peut-être parmi les questions, on pourra en parler. Mais définitivement, c'est des gens qui sont prêts à payer pour des nuitées. Alors, je pense juste qu'il faut adapter l'offre. Donc ça, c'est très important aussi à comprendre. Merci, Oli. Mhm. Ben, merci, Julien. En fait, pour continuer là-dessus, donc pourquoi structurer ce marché-là? Pourquoi le promouvoir? Pourquoi, en fait, s'impliquer à titre d'attrait, à titre d'association touristique, sectorielle, régionale, municipalité, ville, village? Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir cette clientèle-là? Ben, premièrement, en fait,
il t'a noté que les besoins évoluent, les besoins changent, le besoin de liberté relié justement à des véhicules qui, en moyenne, coûtent plus de 50 000 qui ont des technologies qui permettent d'être autonomes en eau, en électricité, finalement, qui permettent du matin, du jour au lendemain, de dire, écoute, je m'en vais à n'importe quel endroit, puis j'ai pas besoin de me dépendre, en fait, de quiconque pour faire ce que ça me tente. Donc, ce type de clientèle-là, en fait, grossit avec des moyens qui sont de plus en plus grands. Vous pouvez le voir à droite dans l'encadré depuis 2010. Donc, ça a plus que doublé les dépenses par nuitée de clientèle de VR par personne. Donc, c'est quand même assez intéressant. Puis, une fait à noter, je parle de l'entrepreneur maintenant qui vit depuis 4 ans pendant la pandémie, post-pandémie, en fait, de ces locations-là, ça ne dérougit pas non plus. On a, pour répondre à la question de Julien tout à l'heure, une clientèle qui vient 60 de l'Europe principalement. On a 40 qui est encore du Canada français, donc principalement du Québec, qui louent des vannes finalement pour visiter leur propre province. Ceci dit, euh, donc il y a finalement un engouement qui continue à évoluer et on pense que c'est une opportunité finalement que pour autant les campings que tous les attraits en fait pour répondre à cette demande-là afin de maximiser l'impact sur la région. Deux petites statistiques, en fait, encore une fois, de deux études différentes. La première qui vient de l'Association canadienne du véhicule récréatif, qui donne finalement un étalage des différents endroits dans lesquels les gens dorment. Et on a du Seasonal Permanent Site, donc des sites permanents. On a des sites comme la CEPAC à travers le Canada, des campings privés. Et finalement, on a un pourcentage assez non négligeable, en fait, de gens qui vont soit dans les Walmart, soit sur le soit Specified, qui vont dans des fermes, par exemple, qui vont au motel dans un lodge. Donc, ce qu'on, ce que je pense personnellement, en fait, c'est que il serait très intéressant, puis je vais vous montrer quelques exemples plus tard de choses qui ont déjà été faites, de faciliter finalement pour ce type de clientèle-là euh, des avenues finalement un peu plus structurées, un peu plus intéressantes quand ils viennent nous visiter. Après ça, en ce qui a trait au type de dépenses, ben, ces gens-là, dans un pourcentage total, vont dépenser soit 50 plus de 50 en fait, sur des producteurs locaux, des restaurants, des activités sportives et culturelles. Donc, de démystifier en fait qu'est-ce que font ces gens-là. euh, et je le vois aussi lorsqu'ils me louent des véhicules, mais a priori, même les propriétaires de ces véhicules-là ont les moyens de faire ces types d'activités-là. Donc, on a tout intérêt à les inciter à venir nous voir. Donc, comment les inciter? Il y a quelques bonnes pratiques à adopter qu'on va avoir quelques exemples après. Premièrement, aménager des espaces de stationnement adaptés. Ce qui veut dire en fait qu'on puisse les accueillir, que ce soit dans n'importe quelle des plateformes dont Julien a mentionné tout à l'heure. Améliorer la signalisation de l'information. Il ne sert à rien de passer au Québec d'endroit si on n'est pas capable de communiquer l'information adéquatement. Donc, au-delà de la signalisation, c'est utilisation des sites et des applications. Donc, pour ce faire, qu'on a 21 associations touristiques régionales, si je ne me trompe pas, avec en plus de ça des associations touristiques sectorielles qui chacun promouvoient finalement leur région, leurs membres. Donc, évidemment, quand on parle, je suis dans les cantons de l'Est, à Bromont, de circuits du terroir avec des circuits vinicoles, ben, il y a tout intérêt, en fait, de matcher avec donc de bonifier finalement l'offre du circuit avec, par exemple, ben, voici d'ailleurs les endroits où est-ce que vous pouvez aller dormir en van, par exemple. Euh, et ça, c'est juste un exemple, évidemment. Il y en a tellement de circuits qui sont promus qui peuvent être
bonifié par une communication, une offre Van Life. Finalement, l'adhésion à un code d'éthique, dont d'ailleurs le GoVan Club a mis sur son site afin que chacun des membres adhérents signe et donc s'assure que justement ça se passe comme il faut sur les lieux des municipalités ou des attraits privés. Quelques exemples proches de chez nous. On a donc à la Valtrie, à Mont-Laurier, des haltes qui ont été faites à l'hôtel de ville. Ah oui, il y a le code d'éthique aussi de Govan qui est là. Et il y avait un bel exemple, en fait, que j'ai mis du Maxi et du IGA à Amos. Ils ont réalisé qu'il y avait un achalandage assez élevé pour comprendre qu'il y avait une retombée directement aux caisses enregistreuses d'achat quelconque, en fait. Ils ne font pas ça, j'imagine, IGA et Maxi, simplement pour être gentils. Ils savent, en fait, qu'il y a une clientèle qui va dépenser dans le Maxi, dans le IGA, soit quand ils arrivent le soir ou soit quand ils partent le matin, en fait, pour faire leurs emplettes. Donc, ils incitent les gens, comme vous pouvez lire, à dormir sur les lieux gratuitement. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que si ça fonctionne, s'il y a un achalandage, est-ce qu'on pense, en tant qu'industrie touristique, que c'est la meilleure avenue afin que l'expérience soit optimale et que pour nos clients? Moi, je pense personnellement que les attraits touristiques, incluant les campings, en fait, devraient être la face de l'expérience. Ceci dit, en fait, il y a clairement une opportunité parce qu'ils payent des pleines pages dans des journaux locaux pour inciter les gens à venir dormir sur leur parking. Donc, je peux vous confirmer que ça doit sûrement en valoir la peine. Après ça, pour ce qui est de l'Europe, où est-ce que j'ai passé 2 semaines récemment, j'ai vu ça passer en passant en vélo et je trouvais ça incroyable. C'est un camping car park qui est en fait, entreprise qui a plus de 600 espaces qui loue de manière autonome avec des bornes, comme vous pouvez voir sur le territoire français avec la petite map que vous pouvez voir à droite. 15, 10, 15 à 30 dollars par jour. Et ce site-là en particulier, en fait, c'est drôle parce que c'est idyllique. En fait, on a une dune, on est juste de l'autre côté de la mer. Les gens sont totalement autonomes. En fait, ils arrivent avec leur cat, bing bang, c'est réglé. C'est donc tout à fait autonome. Et c'est ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que le, le- le- toute la structure n'implique pas finalement une lourdeur, n'implique pas justement des appels pour se faire dire que finalement, c'est pas possible ou totati. Donc, je tiens à le préciser. Et pour revenir chez nous, ben justement, Julien va pouvoir vous parler un petit peu plus de justement comment est-ce que eux structurent avec le GoVan. Merci. Oui, merci, Ali. Si je peux rajouter une stat qui m'est venue en tête, en fait, qu'on a pu mettre dans la présentation, on a fait un beau mandat avec Terroir et Serveur, l'ATS, justement. Je ne sais pas s'ils sont parmi nous aujourd'hui, mais sur 200 membres, il y a une cinquantaine qui acceptent les vannes. Je trouve ça intéressant quand même. Évidemment, là, on parle de ferme, puis c'est beaucoup dans l'agrotourisme, mais donc je trouve ça intéressant comme statistique. 25% des membres, ça pourrait être plus grand, en fait. Je pense qu'ils essaient de motiver leurs membres à la faire plus. Mais oui, c'est ça, pour revenir au club, évidemment, pour les stats auxquels nous avons accès, ben, sur comment ça fonctionne, ben, c'est ça, on a une portion avec des réservations pour les espaces qui sont payants. Aussi, les espaces qui décident, même ceux qui sont gratuits, mais qui décident qu'ils veulent recevoir les réservations, les sites reçoivent donc un lien qui leur donne accès à ces réservations-là. Si ils veulent que les gens puissent s'inscrire, ils reçoivent un courriel comme de quoi il va y avoir telle vanne. C'est pour ça que ça structure un petit peu. Évidemment, on n'a pas de besoin il n'y a pas de police, il y a personne qui surveille vraiment l'arrivée des gens. C'est très autonome, mais on va s'entendre que c'est plus gênant d'être quelqu'un qui va faire du trouble ou qui va, tu sais, qui va avoir, tu sais, de faire des débordements, si on veut, quand on est inscrit, quand on a notre plaque d'immatriculation, notre nom quelque part dans un dossier.
Alors, je pense que ça vient juste structurer les déplacements des gens. Alors, vous avez des chiffres ici, environ 2000 réservations en 2023, 2300 en 2024. Le nombre d'espaces a aussi beaucoup augmenté entre les 2 années. Alors, ici, on a aussi des outils pour planifier les road trips. Chaque espace, une fois qu'ils sont décrits, si vous allez sur la plateforme, vous allez voir qu'on suggère aussi 5 commerces locaux dans la région. Le petit café du coin, peu importe, une ferme, donc vraiment pour bonifier l'expérience et assurer aussi des retombées dans les commerces locaux, comme on voit ici. La plateforme est maintenant bilingue, je tenais à le mentionner parce que jusqu'à récemment, on n'avait pas pu faire ça, évidemment. Question d'investissement à faire, on y va par étapes, mais avec une plateforme bilingue, ben là, on s'ouvre plus à des touristes étrangers. Alors, ça permet aussi de faire de la promotion à l'étranger pour aller chercher un touriste qui va venir, entre autres, le Rubber Market. Puis vous serez surpris de voir la quantité de gens qui ont des plaques Allemagne ou européennes. C'est quand même, c'est très marginal encore, mais c'est vraiment quelque chose qui est réel. Des Européens qui traversent carrément leur véhicule. Donc, ça, c'est peut-être pour plus tard comme type de marché à regarder, mais c'est vraiment intéressant. Puis ces gens-là vont chercher une expérience dédiée à la van life, comme le club de chez Govan ou d'autres structures qui existent déjà, mais évidemment, le Govan Club étant dédié aux van lifers, c'est un attrait spécifique pour eux. Euh, comment on arrive à faire ça? Bien évidemment, il faut impliquer les communautés, il faut parler aux différents attraits, comme par exemple, si je prends un exemple justement sur le territoire de la capitale nationale, le fameux domaine en face de la basilique à Saint-Anne-de-Beaupré. En mettant de l'avant, tu sais, le petit café du coin, la microbrasserie à côté. Donc, c'est en mettant tous ces gens-là ensemble qu'on est capable donc de faire en sorte que c'est une expérience bonifiée pour les gens qui visitent à travers le réseau. Puis donc c'est ça. Donc, donc un beau succès pour le club et qui est en forte croissance. On a peut-être à mentionner qu'on a différents types de lieux. Des fois, c'est des publics, parapublics. Je pense à la baie Beauport, je pense à l'île Saint-Quentin, qui est un très beau succès cette année. Peut-être que Megan, qui est là, peut me donner le nombre de réservations totales, mais ce que c'est venu faire, en fait, notre offre est venu structurer le fait qu'il y avait déjà du camping. Tu sais, ils acceptaient déjà les vannes, par exemple, à l'île Saint-Quentin, à Trois-Rivières, qui est un très beau lieu, mais on est venu en faire la promotion, puis tu sais, c'était très marginal dans leur revenu, puis là, ben, on a quand même généré pas loin de 10 000 de revenus pour l'île Saint-Quentin, juste en. Puis ça, c'est, tu sais, nous, on s'occupe de tout, là, donc. Megan qui est autour aussi de la table et qui nous écoute, s'occupe du service à la clientèle et tout ça. Donc, c'est tout autonome pour eux. Et puis, c'est des redevances qu'on leur redonne, étant donné la portion donc, des réservations payantes qui est faite là. Donc, c'est vraiment vu, c'est un vrai impact financier. Et ces gens-là, évidemment, viennent aussi dépenser dans la région. On pense à des semaines fortes comme dans les festivals, par exemple, le Festival Trois-Rivières c'est un bel espace de plus pour faire un hébergement supplémentaire, comme c'est un festival qui est très populaire, mais tu sais, on vient donc ajouter une option d'hébergement euh, qui permet donc d'être à distance de marche de l'événement. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qui marche bien aussi là, quand on associe des espaces de van à des événements. On va en parler un petit peu après. Donc, merci Oli. Après ça, ouais, c'est de retour à toi, Ali. Si, puis en fait, là, le titre, c'est pour comment structurer. Évidemment, l'idée, c'est pas juste de dire que c'est à travers Julien que ça se passe, juste pour clarifier, c'était juste pour montrer un exemple parmi tant d'autres. Comment est-ce que présentement ça se passe? Il y a plein de choses qui se font, donc c'est super important de clarifier ça. Mhm. Donc, pourquoi c'est important? Ben, la van life est en forte expansion. Euh, Ça ne dépend pas, cette van life-là, de l'offre d'hébergement traditionnelle. Donc, ça, c'est catégorique, là. On peut donc avoir des retombées dans des régions éloignées et hors saison. On pense
Côte-Nord, Abitibi, il y a plein, puis même encore plus haut que ça. Donc, c'est très, très, très important à noter. Oui, ça répond à des besoins dans les grands centres et afférents, mais à l'extérieur aussi. Euh, la région de Québec souhaite se positionner comme une destination accueillante, souhaite pouvoir structurer cet accueil-là adéquatement. Ils veulent que les voyageurs en van stimulent cette économie-là locale, comme ils le font déjà, peut-être juste davantage. Euh, donc, en développant cette offre dédiée-là, puis en structurant l'offre, finalement, en donnant, si on veut, un modus operandi pour que ça ait une meilleure croissance, ben en fait, la région elle-même, le Québec en entier, peut être une référence à toute fin pratique dans ce domaine-là. Donc, à force de réfléchir à des moyens d'améliorer cet accueil-là, ben, au-delà des retombées économiques, en fait, ça peut même découler vers un aspect de communication où est-ce que on peut devenir effectivement une référence comme de quoi que on est organisé pour accueillir ce type de clientèle-là qui arrive de partout à travers le monde et qui ne cesse de grandir. Pourquoi c'est important aussi? Ben, il y a un aspect, en fait, quand on regarde iOverlander aujourd'hui pour la région de Québec, iOverlander, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application qui te permet de répertorier, comme l'a expliqué un peu plus tôt Julien, des sites qui soient soit des campings, des endroits à nuitée, toutes plein de choses qui sont spécifiquement nécessaires pour avoir un voyage qui se tient. Ça peut même inclure des attraits, des fois, des endroits pour aller se remplir le gaz, et ainsi de suite. Et là, on a vraiment juste démontré, en fait, pour la région présentement, ce qui se trouve sur l'application. Et je pense que qu'est-ce qui est souhaité, c'est de finalement garnir ces applications-là qui sont utilisées à grande échelle, finalement, par cette clientèle-là, avec de l'information probante, avec de l'information de sites qui sont vérifiés, qui soient Govan Club ou autres, pour justement, finalement, que la personne qui s'y rende soit ben, heureuse de son expérience, puis veulent potentiellement même revenir, parler de son expérience à travers les réseaux sociaux, dont Julien va parler un peu plus tard. Euh, la région de Québec, géographiquement aussi, à cette slide-ci, c'est quand même assez important à noter. C'est une plaque tournante, en fait, pour ce qui est des road trips. On parle de la route 73 pour monter vers le lac Saint-Jean, la 138 pour la côte nord, aller voir les baleines, la 132 pour aller en Gaspésie, voir le Rocher Percé. C'est c'est ce qui est promu outre-mer et par expérience personnelle depuis 4 ans à recevoir des clients européens depuis la fin de la pandémie, on le réalise. En fait, que ils ont cette habitude-là ils représentent, le Québec est représenté par ces trucs-là spécifiquement outre-mer. Donc, Québec, tu n'as même pas besoin de faire de détour pour prendre une de ces routes-là, aller faire quelconque de ces activités-là qu'ils veulent faire. Donc, selon nous, en fait, l'idée, c'est de dire, ben, pour un client qui arrive des États-Unis, de l'Ontario ou même de l'Europe, qu'il prolonge son séjour parce que finalement, organiquement, il va se présenter à Québec et qu'il y aura finalement un accueil qui va être adéquat, nous permet de croire qu'il va y avoir aussi de belles retombées pour la région. Après ça, c'était à Oui, toi, Julien, pour ce qui est de l'aspect plus économique, tu sais, grossièrement, là, absolument. des éléments Absolument. Ben, comme on l'a qui dit plusieurs s'ajoutent à fois, la raison. absolument, on l'a dit, donc les retombées économiques, vous avez vu plusieurs chiffres. Le tourisme local aussi encouragé. Il y a plusieurs, même des fonds qui existent. On dirait que tout porte à ça, là, vers la collaboration entre les différents écosystèmes. Euh, on pense aussi que cette nouvelle offre-là peut devenir un élément différenciateur pour être encore une fois attrayant, puis mettre la van life, mettre le territoire québécois qui est si propice justement à accueillir les vannes, donc par ses routes touristiques, mais aussi par son accueil à travers tout le territoire. Euh, toutes ces retombées-là vont être bénéfiques, oui, pour les campings, les hôtels, parce que les hôtels peuvent aussi participer à ça, donc être en mesure d'offrir certains services pour les van lifers, comme par exemple
Oui, c'est sûr que les van lifers sont autonomes, mais si j'ai la chance d'avoir peut-être une douche plus chaude, une douche plus longue dans un hôtel, si un hôtel veut peut-être juste offrir certains services comme ça pour les van lifers qui pourraient peut-être bénéficier de leur stationnement, c'est définitivement quelque chose qui est à considérer. Bien sûr, les restaurants, les destinations sportives et culturelles. Ça, c'est intéressant pour prolonger les séjours. On pense on pense aux télétravailleurs. J'ai vu des très belles initiatives à travers le Québec. Je pense à la Côte-Nord. Je pense que les gens nous écoutent en ce moment, mais je pense à la Côte-Nord qui travaille fort justement pour accueillir les gens qui sont dans leur van plus longtemps que juste durant la saison estivale. Mais donc, il y a des belles initiatives qui sont faites là, qui ont des belles retombées. Évidemment, bon, toujours une belle innovation dans ce monde-là. Donc, ça amène aussi des belles retombées économiques sur les entreprises, pas juste de location, mais de conversion aussi, parce que pour avoir voyagé beaucoup de travers le Canada, on a cet aspect-là aussi très important que on a une économie de la van life, une industrie de la van life très en santé. Si on compare avec le reste du Canada, il y a beaucoup de vannes qui s'achètent dans le reste du Canada, mais c'est des vannes qui sont surtout faites qui sont surtout faites au sud de la frontière. Peut-être c'est juste une question de communauté, mais au Québec, on a cette communauté-là très forte. Et puis, on a une très belle industrie locale de conversion de vannes qui est vraiment très avant-gardiste. Sans nommer de compagnie, là, il y en a qui sont depuis 25 ans, mais il y en a des plus petites aussi qui existent depuis juste 4 5 ans, qui dans le temps, qui il y a 4 ans, avaient de la misère à vendre 10 vannes par année, mais maintenant en vendent 100 par année, puis c'est vraiment extraordinaire. Puis c'est des véhicules qui sont pas cheap, je vous le dis. Donc, tout ça pour dire on a une industrie en santé, puis c'est d'autres retombées économiques qui sont moins touristiques, mais quand même à noter également. Donc, puis ouais, la stabilisation des revenus, c'est important aussi. Donc, comment se démarquer? On pense à des belles initiatives comme la route 148 du Pontiac. Donc, je pense que le parc hôtelier est peut-être moins développé, mais dans ces régions-là, mais d'avoir plusieurs, je pense qu'ils ont développé une quinzaine de haltes, certaines payantes, certaines municipales gratuites, de différentes initiatives, mais qui permettent justement au Pontiac de se faire découvrir davantage. C'est bien aussi pour nos amis de l'Ontario qui peuvent entrer, visiter le Québec par cette route-là. Encore une fois, de devenir le potentiel de devenir une destination incontournable, je pense que c'est important de le rementionner. Nous avons plusieurs influenceurs marketing aussi au Québec qui peuvent aider à participer à ça. On a notamment Prêt pour la route ou Van Life Saga, des gens avec qui vous avez peut-être vous avez déjà collaboré là, dans vos régions. Nous avons nous-mêmes fait plusieurs vidéos ou promotions, campagnes avec la route des navigateurs, qui est une de nos routes les plus populaires, la 132 ici, qui est merveilleuse pour les vannes, mais qui, je pense, là, dans les derniers chiffres, là, je ne dirais pas qu'il y avait trop de gens, mais je dirais que c'était quand même très, très populaire. Donc, il y a de la place à faire connaître d'autres routes touristiques. Je pense à la route des montagnes, je pense à la route des sommets. Il y a eu comme plusieurs routes plus régionales aussi. Si je vous dis les chemins Craig et Gosford dans le coin de Lotbinière, il y a vraiment beaucoup de routes touristiques qu'on pourrait mettre de l'avant pour accueillir les vannes. Alors, bon, le côté hiver, le virage vert, c'est important. Je pense que ça s'en vient. Et puis, ça, d'avoir un circuit électrique, Olivier est très avant-gardiste en ce sens-là. Et puis, définitivement quelque chose qui s'en viendrait aussi, qui va être très intéressant pour mettre de l'avant les road trips plus éco-responsables. En termes d'événementiel, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment unique au Québec, qu'on peut mettre de l'avant. Donc, je parlais d'événements comme le festif, par exemple, le festif à Baie-Saint-Paul qui arrive à sa 10e année, si je ne me trompe pas. Donc, qui fait en sorte qu'ils avaient besoin d'hébergement supplémentaire. On les avait aidés à lancer cet espace de vannes, justement, qui, au plus fort, là, j'avais jusqu'à 300 vannes pour un peu structurer l'offre d'hébergement de vannes. Mais pas seulement ça, il y a des événements uniquement de vannes. Évidemment, le El Campo qu'on organise depuis, ça va être la 9e année cette année, mais tous les autres événements que vous voyez autour, là, ici, qui sont nommés, sont des événements un peu plus jeunes. Mais donc, on pourrait mettre de l'avant un circuit d'événements de vannes. La communauté est encore une fois très forte et puis ça aussi, je pense, c'est très intéressant à mentionner. Si dans vos régions, vous voulez recevoir un événement, vous voulez créer un Van Fest ou quelque chose comme ça, sachez que c'est très populaire.
Et donc, définitivement, la communauté aime suivre ça. Puis je pense que c'est important aussi de pouvoir utiliser ça comme angle de promotion à l'étranger également, étant donné la communauté donc la communauté très présente qu'on a. Là, la photo qu'on voit n'est peut-être pas très claire, mais c'est notre système de billetterie pour El Campo, qui est le point de vente, donne donc une petite map avec d'où viennent les gens et ça vient vraiment de partout. Pour prendre des stats de notre événement qui est durant le mois de septembre, on parle d'environ 500 vannes et puis ça vient vraiment de partout au Québec. Alors, définitivement, on travaille tout le temps avec les régions pour mettre aussi de l'avant des circuits à faire agrotouristiques, surtout quand les gens viennent dans les événements. Donc, ça a un impact certain. Donc, c'est définitivement les commerces, ça je le sais, les commerces locaux sont très sollicités dans les régions dans lesquelles on s'installe pour l'événement. Encore une fois, parce que les van lifers ont l'habitude d'encourager l'économie locale. Je vois des questions rentrer, puis je vois le temps filer, donc je ne sais pas, Ali, je pense qu'on terminait avec ça. Ouais. Je vais juste terminer rapidement. En fait, m'excuser aussi pour la connexion qui oscille entre bonne et moins bonne de mon Internet. Puis en fait, je veux juste clarifier, là, on avait 1 heure pour vous présenter un sujet duquel on pourrait parler, Julien et moi, probablement pendant une semaine. Donc, sans redire les mêmes affaires. Donc, c'est sûr que, il va y avoir énormément de questions. Puis, avant, moi, ça ne me dérange pas de pouvoir répondre à tout le monde tout de suite. Je voulais simplement terminer par cette slide-là qui donnait quelques exemples d'options pour différents types d'attraits, incluant camping, incluant les hôtels, les restaurants, les MRC Ville-Village, les centres de ski plein air, l'association touristique régionale et sectorielle. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est quelques exemples comme ça à la va-vite. Évidemment, il y a un travail de fond qui peut être fait par chacune, par des attraits privés comme des instances publiques pour finalement se poser la question plus largement, qu'est-ce qu'on fait? Ceci dit, je pense qu'on est dans une étendue d'opportunités et je pense que l'avenir est très, très, très intéressant à ce sujet-là. Donc, sur ce, je vous dis merci énormément et nous pourrions effectivement, je viens passer à la séance de questions si tu veux bien. Oui, C'est bien, ouais. absolument. Peut-être, si vous avez des questions, je vous invite à lever votre main électronique. Olivier, tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît. Comme ça, on va voir les visages. Il nous reste 10 minutes, donc je vous invite à ne pas hésiter, on est là pour ça. C'était clair. C'est trop clair, Ben on ouais. sait tout maintenant. Mais déjà, peut-être il y avait des échanges dans le chat, on peut mettre ça en lumière là, en attendant. Est-ce que les gens recherchent des sites individuels ou un stationnement est suffisant? Avez-vous donné sur cette question? Mégane, tu as donné une réponse, as-tu envie de la donner à tout le monde? Oh, on t'entend pas, Mégane. C'est bizarre. T'as pas l'air sur mute. On t'entend pas. Julien, tu veux-tu répondre pour Mégane? Vous répétez la question, si c'est du Aussi type. maintenant? Ah, on Ah, t'entend. Vas-y, Bon, Mégane, tu peux y ok, aller. super. Excusez, c'était pas sur mon meilleur pote. Ce que je disais, c'est que la plupart de nos espaces ne sont pas nécessairement des espaces sur les espaces privés style camping. On en a aussi, mais par rapport à la question si les gens recherchent du stationnement, en fait, la réponse est oui. À travers tous nos espaces, je vous dirais que même le 75%, c'est un peu plus ce type d'espace-là qui ont des monts de ski ou peu importe, qui ont aussi ajouté des grands stationnements. Souvent, les gens recherchent juste un endroit sécuritaire, ils ne vont pas se faire déranger, ils peuvent dormir là la nuit, qui n'ont pas accès à grand-chose, qui n'ont pas besoin de grand-chose, en fait. Fait que c'est vraiment super simple de juste avoir un endroit. Souvent, on met même une pancarte écrite Go Van Club. Les gens savent exactement où aller à travers le stationnement. Et c'est parfait. Donc, David, pour répondre à ta question, sans problème. Les stationnements sont très grandement appréciés. Merci, Mégane, c'est super apprécié. Jacinthe, Mayo, à vous. Nous, à la MRC de Montcalm, on est en train de regarder justement pour offrir du stationnement et on se demandait si on va charger un prix minimum ou si on va davantage marquer comme ceux qui font beaucoup là, sur présentation dans votre pare-brise d'une facture d'achat local, ben, vous avez le droit de vous stationner. Est-ce que vous connaissez aussi autres moyens qui peuvent être intéressants aussi pour favoriser l'achat local ou encore qu'est-ce qui est à privilégier? Merci, Jacinthe, pour la question.
Julien, Pas Olivier. qu'une seule réponse. Julien, si tu veux commencer. Ben oui, ben, très bonne question. Je vous dirais qu'il faut faire l'essai de voir de votre côté aussi. Ça dépend, je pense, de l'environnement, puis de où sont les espaces. Là, tu sais. Évidemment, si c'est loin des commerces ou tout ça, évidemment, c'est peut-être une autre approche à avoir. Mais moi, je pense que les gens, ce qu'on voit dans nos chiffres, là, dans notre étude, les gens sont prêts à payer, dépendamment de l'expérience qu'on offre. Mais les montants qui sortent, là, c'est d'habitude entre 25 et 35 dépendamment de l'expérience. Ça, on est vraiment dans un montant donc les gens sont très à l'aise avec ces montants-là. Puis on ne parle pas de devoir offrir une grosse expérience. On n'a pas besoin de douche, là, ces montants-là non plus, ou d'électricité, là. Tu sais, je pense que le minimum, on parle de bloc sanitaire d'habitude, parce que même si les gens sont autonomes, on est d'accord que c'est plus fun à faire ailleurs que dans sa fan. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération dans votre analyse. Mais suite à ça, je pense que c'est peut-être d'avoir une consultation avec les commerces locaux, de voir, on peut peut-être essayer une année gratuitement si jamais vous voyez un retour. Mais sinon, nous, ce qu'on suggère sur nos plateformes, c'est un investissement justement autour de ce montant-là, le 25-30 par visite. Voilà. Merci, Julien, Olivier, veux-tu compléter? Non, je pense vraiment que, comme je te dis, il n'y a pas de réponse. L'idée de consulter, évidemment, les commerces est quand même assez intéressante. Les prix varient et de dire effectivement, ben, on va demander qu'en fonction d'une contribution, il y a une gratuité. Est-ce qu'il y a un employé de la ville qui va commencer à regarder les factures des gens? Donc, c'est toute cette mécanique-là, en fait, qui est intéressante de regarder. A priori, je pense que de faire des tests comme ça peut être vraiment une bonne idée, comme Julien le mentionnait. Merci, Olivier. Thierry, à vous. Oui, vous m'entendez. Alors, Très bien. bonjour à vous deux. On se Salut. connaît un peu. Ouais. Là, je vais prendre ma casquette de partenaire financier parce que c'est toujours troublant. Je vous écoute, puis je suis convaincu que vous êtes une entreprise touristique, que beaucoup de clients vous choisissent, peut-être même avant de choisir le Québec, parce que quand je vois la proportion de clientèle européenne, je me dis peut-être qu'ils disent on va aller vivre la van life et bah tiens, le Québec a une belle offre. Et pourtant, de mémoire, on a toujours du mal à vous qualifier dans l'écosystème financier du tourisme parce que vous êtes plus un service de location de kayak, de vélo électrique ou de van plutôt qu'une entreprise touristique. Et ma question c'était, ça a-tu changé un peu cette perception ou il va falloir toujours que vous développiez des forfaits, structurer des forfaits touristiques sur une route avec des partenaires puis centré sur un territoire et pas la grandeur de la province pour espérer décrocher EPRT, PADAT, fonds de tourisme et autres. Grosse Ouais, question. Ben, encore une fois, Julien, si tu veux commencer avec ta réponse, si tu veux y répondre. je peux me lancer, oui, effectivement. Ben, c'est encore difficile, Thierry, bien sûr. Je pense qu'on tombe encore dans peut-être pas zone grise, mais je pense je pense qu'il doit y avoir une volonté aussi d'aller là. Je pense qu'on voit un vent de changement. Tu sais, on sait, on est très conscient qu'un écosystème qui brusque des fois aussi certaines habitudes, mais je pense que tous les acteurs commencent à réaliser que c'est pas, mettons, à l'encontre des campings, c'est pas, mais bien d'aller main dans la main avec les campings, puis main dans la main avec l'industrie touristique, que c'est un mouvement qui est en train de changer, mais qui était déjà en train de changer, mais qui est là pour perdurer aussi. Alors, on voit vraiment le vent de changement. Mais pour répondre à ta question, effectivement, euh, moi, j'ai eu des refus encore, que ce soit pour des subventions, que ce soit MTLab ou peu Oui. importe. Puis ça, je ne veux pas en nommer, là, je comprends qu'il y a énormément de gens qui déposent des projets, donc il y a d'autres raisons derrière ça, mais non, c'est encore difficile au niveau du financement. OK. Ouais. Toutefois, Ouais. les retombées sont là, puis c'est ça. Ben, Entre en tout cas, quand je vous entends, mon Dieu, je voudrais être sur la photo avec vous, là. Mais c'est vrai que autres. j'entends. En tout cas, par rapport aux besoins, je sais que moi, je suis un prêteur, je suis pas des subventions. Mais quand même, j'aimerais ça qu'on rediscute à un moment donné, de voir sous quel angle on pourrait approcher. Parce que, honnêtement, là, moi, je suis convaincu que maintenant, il y a des gens qui vous choisissent comme expérience touristique. Et on n'est plus dans, je sais pas, moi, je vais visiter le Québec, il faut que je loue une voiture. Ouais. Vous êtes l'expérience touristique que les gens choisissent.
Donc, Conjointement, effectivement, Thierry, conjointement avec tous les autres attraits, donc une combinaison finalement, ce n'est pas juste le véhicule et juste les attraits, c'est la structuration de l'offre, comme on l'explique pendant la dernière heure, qui fait en sorte qu'il y a un achalandage et qui va continuer à avoir cet achalandage-là. La question, pour revenir au sujet principal, parce que si on parle de subvention puis de prêt, ben, on pourrait encore une fois en parler pendant quelques jours sans doute. Je suis d'accord avec toi que c'est quand même assez drôle que ça n'ait pas autant évolué, cette nomenclature-là sur qu'est-ce qu'une entreprise touristique versus pas. Mais pour revenir à l'aspect de structuration, l'idée principale est de dire, ben écoute, justement, il y a beaucoup d'acteurs de l'industrie touristique qui pensaient que c'était uniquement relié à un achalandage pandémique ou post-pandémique. Et nous, ce qu'on sait, c'est que pré-pandémique, il y avait une croissance incroyable qui a été accélérée par la pandémie, mais que ce n'est pas prêt d'arrêter. Maintenant, qui va prendre le call de dire que ça fait partie du tourisme? Ça, c'est pas le mien. Ceci dit, en fait, de l'ignorer n'est pas, selon nous, une option. C'est juste ça, en fait. OK, Ouais. c'est bon, bien entendu. C'est Thierry. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous resterait 2 minutes. Comme ça, on peut vous libérer à l'heure. En plus, ça, c'est le fun. Dernière question? Trop gêné? Ou vous savez tout maintenant? Vous maîtrisez? Ouais. David, si tu me permets, Vas-y. Là, il y a Bertrand qui a levé sa main. vas-y. Vas-y, Bertrand. Ouais, c'était juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu demandais tout à l'heure, un petit peu des chiffres, si ça t'intéresse, parce Oui. on a quand même une forte progression. On va dire que j'ai regardé un peu sur le Canada, on va être à peu près 4000 lieux sur le Canada et dont à peu près 2500, je crois, sur le Québec. On a une forte utilisation au Québec. Et en termes d'utilisateurs, ça donne 80 000 du 1er janvier au 31 octobre l'année dernière. Et si on compare cette année, on est à 100 000. On a à peu près 25% d'augmentation d'utilisateurs en fait en un an. Et Juste sur le Canada, Bertrand? juste Juste sur le sur le Canada. Canada? Juste Juste sur au le Québec? Canada. OK. J'ai pas le détail Québec, il faudrait que je regarde vite fait. Là, j'ai juste regardé 3 stats rapidement. Tu vois, Ouais. si tu regardes sur les États-Unis, on était à 70 et on est passé à 98, on est à 40% d'augmentation. Là, le Canada, c'est notre 18e pays en gros en communauté. Mais voilà, on essaye, ça va rentrer dans le top 10 bientôt. Ouais, ben, On va sachant faire- que vous êtes européen à la base, c'est déjà très bon. Puis Et ouais, on a une c'est forte, une forte croissance incroyable. Ben ouais. entreprise européenne, ouais, tout à fait. Vous êtes devant la Croatie, tu vois, par exemple, en, en Europe, donc ouais, c'est chouette. Merci, Bertrand. Super. Julie dit, les van lifers entraînent des retombées pour les commerces, mais les municipalités devraient s'assurer d'en retirer les retombées également, puisque ce sont elles qui assument les frais liés à l'accueil, aménagement, sécurité, gestion, matières résiduelles. Euh, il est 13 heures. Julien, Olivier, mot de la fin? Ben, on vous Ben, je remercie voudrais d'avoir remercier tout. participé. Ouais, Ouais, vas-y, 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 vas-y. je vais te laisser le mot. Vas-y. Ben non, mais évidemment, on remercie David et son équipe pour la belle vitrine. Et c'est vraiment important de pouvoir structurer cette offre-là. On travaille très fort là-dessus, puis on est content de voir qu'il y a un vent de changement. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de chiffres. Je mentionnais l'étude complète, mais Oli a aussi plusieurs données intéressantes. Et voilà, donc on reste disponible si vous avez d'autres questions. Julien, Olivier? Exact. Donc, autant l'étude de Julien qui a été faite en 2023 que la présentation d'aujourd'hui va pouvoir vous être partagée, advenant que vous avez des collègues ou du monde dans votre entourage qui n'ont pas eu la chance d'y assister. Je suis très heureux d'avoir vu les différentes personnes qui ont écouté dans la dernière heure. C'est très agréable de voir, en fait, l'industrie touristique, beaucoup d'acteurs importants s'être qui ont été présents. Puis, autre que cela, Julien et moi sont disposés, évidemment, à répondre à toutes vos questions suite à ça. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour quoi que ce soit en lien à ce qui a été présenté aujourd'hui. Si vous êtes Excellent. sur Ben, place, messieurs. c'est le 4 décembre, David, l'événement? Exact. Le dernier rappel, Nous, dans le fond. on va être là en personne comme festivalier, en tout cas participant. Donc, si vous voulez qu'on prenne le temps, on sera là. Excellent. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer à discuter, on a un groupe Facebook. J'ai mis le lien. Donc, c'est un groupe où, dans le fond, les entrepreneurs, les porteurs de projets peuvent échanger avec les différents organismes. On est aussi sur LinkedIn. Je vais mettre le lien là.
Donc, puis pour ce qui est du site du 4 décembre, j'invite à aller voir sur le site Montagne et Nature dans l'onglet Troisième rassemblement. Donc, ça a lieu le 4 décembre, toute la journée. Ça va être une superbe journée. C'est le dernier moment de ce blitz de développement de communauté. Puis pour les autres, là aussi, le 30-31 janvier, les grands remous à Québec, ça va être un 2 jours assez palpitant qui va faire le pont entre plusieurs associations touristiques régionales du Québec sur une foule de sujets. Fait que, ben écoutez, sans plus tarder, je vous souhaite une fantastique journée. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci.